Alors on entre maintenant dans l'acte 2 de ce Paris Luxury Summit, Timeless, l'éternité. C'est l'un des secrets de la durée dans le temps des marques et du luxe en général. Évidemment, on est souvent dans la création ex nihilo, on est dans le futurisme, le minimalisme. Et puis parfois, les marques ne se réinventent qu'au prix d'une plongée dans leur passé. Et donc, c'est tout l'objet des écoles de savoir-faire de LVMH dont on va parler. Ça va ouvrir en 2026. Alors donc, merci d'accueillir Alexandre Boquel, le directeur des métiers d'excellence de LVMH, et Benoît Verru, le chef d'atelier chez Chaumet. C'est quant à vous, entrez. Alors, Alexandre Boquel, c'est lui. C'est moi, exactement. Et Benoît Verru, c'est l'autre. Alors, bonjour. Alexandre, bonjour. Je sais que ce centre, cette maison des métiers d'excellence va ouvrir dans le courant 2026, je pense. Qu'est-ce que c'est comme projet et par rapport au grand public, qu'est-ce que ça peut apporter ? Je pense que c'est un projet très simple pour le luxe, c'est-à-dire que s'il y a bien quelque chose qui est dans la définition de la désirabilité des marques de luxe, c'est les savoir-faire. Je pense que tous nos clients sont là, parce qu'à la base, il y a un Louis Vuitton qui est un métier d'exception, il y a un Dior qui est un couturier fabuleux, et donc c'est la base des maisons de luxe en France et dans le monde. Et ce lieu va venir incarner tous les savoir-faire du patrimoine pour le grand public, c'est-à-dire que ça va être un lieu ouvert. Quand on parle savoir-faire, on parle vraiment artisanat et on parle histoire de l'excellence de chaque marque. Alors je veux dire qu'on a une définition qui vient de Monsieur Bernard Arnault directement. Pour lui, le savoir-faire, c'est à la fois les artisans, et ça, on est très raccord avec ce que le patrimoine raconte en France sur le savoir-faire, mais il veut à tout prix y adjoindre les créatifs, qui sont la base de la chaîne de valeur. Ben oui. Ceux qui font, les artisans, et ceux qui vendent. C'est-à-dire que l'expérience client, c'est devenu pour le groupe LVMH et pour ses maisons une valeur ajoutée dingue sur les savoir-faire. Et c'était vraiment sa volonté de dire que nos vendeurs en magasin, nos conseillers de vente, sont des artisans de l'expérience. Et cette maison va donner à voir tout ça, mais de manière assez étonnante. Alors je ne peux pas tout vous dire, mais l'idée c'est que ce soit Dites-nous vraiment... un peu quand même. Est-ce que ça sera ouvert au grand public ? Est-ce que ce sera un lieu de formation éventuellement ? Ouais, ouvert à tous les publics, 7 à 77 ans, même avant 7 ans et même après 77 ans, on n'a aucune censure. Et l'idée, c'est que dès qu'on passe la porte de cette maison, on devient artisan d'un jour. On ne sait pas si on le restera d'ailleurs au final, peut-être que ça sera une vocation incroyable et que les personnes vont devenir joailliers, mais en tout cas on pourra devenir maroquinier pendant 2 heures, couturier pendant 10 minutes. Waouh! Et donc ça va être un lieu qui est assez étonnant. Plus tôt que 2026. Moi, je suis au taquet de l'énergie. Voilà. Justement, c'est une forme d'urgence. On a l'impression pour le secteur du luxe de conserver, de continuer à protéger ces métiers. Et en fait, ce dont vous avez envie, c'est aussi susciter des vocations. Parce que finalement, c'est des métiers qui sont très en tension, ces métiers d'excellence. Il faut bien se rendre compte que le savoir-faire, c'est la définition du luxe. En France, chaque année, il manque 20 000 artisans. Tous les ans. Et on a à côté de ça des générations... Dommage, il y en a un juste à côté de vous, mais... lui, il a réussi à passer dans les canaux de l'orientation vers l'artisanat. C'est plus qu'un artisan, c'est un virtuose, et on va savoir ce que c'est après. Mais il y a des générations qui passent à côté de ces métiers, parce que pratiquement, quand j'étais au collège, personne n'est venu me raconter ces métiers. Oui. J'avais 13-14 ans, je ne savais pas quoi faire de ma peau, et personne ne m'a dit, si tu as une appétence pour les métiers de la création, du manuel, il y a ces métiers qui existent. Et on a fait une petite enquête. Quand on pose la question aux jeunes en 4e de citer 10 métiers autour d'eux, il n'y a aucun métier d'artisanat. Le premier, c'est influenceur. Deuxième, footballeur. Et après, on a les métiers des parents. Remarquez que footballeur, ça ne peut pas être remplacé par l'intelligence artificielle, effectivement, à moins de vraiment une prouesse terrible. Mais finalement, ces métiers-là, ils sont destinés à se pérenniser parce qu'ils sont irremplaçables. Ils sont irremplaçables dans le luxe. Moi, j'adore comme questionne sur l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un outil. Mais au final, l'expérience du luxe, c'est l'expérience de la créativité et c'est surtout l'expérience de l'inconnu. Je pense que ce qui fait la désirabilité de nos maisons, c'est qu'elles viennent proposer des produits qui ne sont pas des produits existants, qui sont des produits qui sont
ex nihilo, issus d'attentes qu'on n'a pas encore, en fait, finalement. Et donc, c'est là où le savoir-faire, des personnes comme Benoît, qui sont des artisans d'exception, qui sentent aussi les besoins de nos clients, en fait, on est au plus près de nos clients, c'est eux qui vont être à l'origine d'une expérience hors norme et inédite. C'est-à-dire que l'hybridation, c'est de pouvoir faire des produits créativement ex nihilo, mais avec les savoir-faire et l'excellence traditionnelle. Alors, vous avez mis au point ce que vous appelez une méthodologie de la transmission. Ça fonctionne comment ? Alors, on va être très modeste. C'est-à-dire que je pense que sur ces métiers-là, la base de la transmission, c'est deux personnes qui discutent et qui échangent et qui se forment. Oui, c'est le rapport de maîtrise. Il y a une transcendance. Exactement. Par contre, c'est vrai qu'on réfléchit à comment, à cette époque où la technologie joue un rôle le plus important, on peut venir capter ces mouvements. C'est-à-dire que moi, j'ai un grand rêve, c'est que Diderot et d'Alembert avaient créé ce magnifique ouvrage de l'Encyclopédie des arts et sciences, qui est l'Encyclopédie des Lumières. Il faut avoir une très grande bibliothèque pour la... Ouais, il y a beaucoup de volumes, mais ouvrage passionnant, et c'était déjà l'envie d'écrire le patrimoine et de le diffuser. Et nous, on est en train de réfléchir sur un projet de captation des gestes du patrimoine. Donc là, on ne s'interdit rien, c'est-à-dire qu'on est ouvert sur toutes les technologies, on va utiliser de la réalité virtuelle, de l'AI, enfin, tout ce qui est à notre disposition, mais on va essayer de venir d'enregistrer ce qui est notre bien commun, en fait, ce qui est le savoir-faire. Ouais. Alors, prévenez vos enfants, parce que, bon, nous, nos métiers, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, mais en tout cas, pour vos enfants, c'est important peut-être de se dire, et si je tentais ma chance dans les métiers d'excellence, et si j'allais voir du côté de LVMH et de sa maison des métiers d'excellence. Benoît Vérul, chez Chaumet, vous êtes ce qu'on appelle un virtuose. Alors, c'est pas une qualification, c'est un statut, vraiment. Qu'est-ce que ça signifie, être un virtuose ? Alors, pour moi, déjà, d'être un virtuose, c'est déjà une grande fierté. Ben oui, c'est une reconnaissance que j'ai au sein de la maison Chaumet, mais aussi du groupe LVMH et aussi de mes pairs. C'est-à-dire que d'être virtuose, c'est d'avoir cette envie d'être effectivement un expert dans son métier, mais c'est aussi d'avoir envie de partager, de transmettre, d'aller voir ce que vous disiez tout à l'heure, c'est se tourner aussi vers des techniques nouvelles, ne pas rester enfermé avec son savoir-faire en disant j'ai toujours fait comme ça. Oui, parce que vous venez du manuel, vraiment. Exactement, mais c'est peut-être aussi mettre mes compétences manuelles et essayer de les enrichir dans cette on va peut-être appeler ça une encyclopédie du savoir-faire avec peut-être la captation de gestes et ainsi de suite qu'on pourra transmettre. Parce que notre problème dans notre métier manuel, c'est-à-dire qu'on perd des artisans. Il y a des artisans qui s'en vont avec leur savoir-faire. Et ne pas transmettre quand on est artisan. Pour moi, si je ne transmets pas, c'est que je n'ai pas réussi ma vie d'artisan. Ben évidemment, tout est là-dedans. Et puis j'imagine qu'au fur et à mesure qu'on avance dans ces carrières-là, la préoccupation de la transmission est de plus en plus importante. Alors, moi, j'ai de la chance maintenant de diriger l'atelier de haute joaillerie de la Maison Chaumet. Et c'est vrai, alors, quand j'ai été nommé, la première réflexion que m'a dit mon épouse, c'est « T'as pas peur de t'ennuyer ?» Et en fait, là, ça fait 8 ans que je dirige cet atelier et je prends toujours autant de plaisir à transmettre à l'ensemble des artisans mon savoir-faire, comment j'ai appris à travailler, qu'est-ce qu'on peut faire si c'est bien le style Chaumet et ainsi de suite. Et pour moi, c'est une grande justement, fierté. Quel parcours vous avez eu pour arriver là ? Mon parcours, moi, à la différence d'Alexandre, je savais déjà à 12 ans ce que je voulais faire. Je voulais être joaillier parce que j'ai vu dans sa vitrine un joaillier qui travaillait. Et j'ai dit à mes parents, c'est ce que je veux faire. Voilà, comme tous les enfants, on a dit ça va se passer. Oui. À 15 ans, tu seras pompier. Et puis voilà, j'aurais fait autre chose. À 15 ans, j'ai quitté ma province, c'est le cas de le dire, pour venir à Paris pour faire mes études de joaillerie. J'ai fait les 3 ans d'école. Avec mon diplôme en poche, j'ai commencé à travailler, j'ai fait divers ateliers. Et puis, en 1990, je suis arrivé comme OJ2, nous, ce qu'on appelle ouvrier joaillier de 2e échelon chez Chaumet. Et là, j'ai découvert le monde de la haute joaillerie avec ses diadèmes, ses colliers et de la pièce unique. Et pour moi, ça y est, c'était... waouh, c'était déjà une première étape, une concrétisation de donc toute la carrière chez Chaumet, finalement. J'ai fait, là, je viens d'entamer ma 35e année chez Chaumet. C'est pas si mal, hein ? Ça va. On peut dire que vous êtes fidèle ? J'essaye.
Et depuis 2016, j'ai été nommé responsable de l'atelier de haute joaillerie chez Chaumet, et donc je dirige cet atelier. Alors qu'est-ce que vous savez que les autres ne savent pas? Je ne sais pas s'il y a des choses que je... Qu'est-ce que vous savez faire Nous, dans notre maison, c'est vraiment le diadème et ce bijou de tête. Donc c'est vrai qu'on a cette connaissance, cette expertise, mais notre métier est tellement riche et il y a tellement de designers qui ont plein d'idées, et c'est cette phase qui est très intéressante. C'est-à-dire que oui, on a ce que j'appelle moi ma caisse à outils, mais à chaque nouveau dessin, à chaque nouveau design, il faut de nouveau réfléchir, se dire qu'est-ce que je vais utiliser pour arriver justement à l'excellence. Et notre but, c'est toujours d'arriver à l'excellence. Donc c'est toujours un plaisir, c'est toujours un nouveau challenge. On passe pas 35 ans dans une même maison, comme je l'ai fait. Si malheureusement certaines journées je me sois ennuyé, je ne serais pas resté, je serais parti voir ailleurs. C'est pour ça que c'est très dense. Pour moi, de toute façon, c'est le plus beau des métiers pour moi. Le diadème, c'est quand même une grosse responsabilité. Vous couronnez les couronnables. Il faut pas que ça tombe, non? On a couronné les couronnables, et maintenant on s'aperçoit que le diadème est de plus en plus accessible, à diverses personnes, et heureusement. Qu'est-ce que tous les deux, vous pouvez nous donner comme takeaway à emporter lorsque on représente des agences de communication, de presse, des produits, des marques, qu'on est community manager? Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette expérience des métiers d'excellence et d'art et de ce que vous représentez au sein du groupe LVMH? Moi, je pense qu'il y a des points qui est extrêmement important chez nous, c'est ne jamais figer les formules. Je pense que la définition des savoir-faire, c'est de ne pas suivre des préceptes marketing. C'est qu'à la base, ce sont des métiers qui visent la créativité permanente, d'être toujours dans des océans bleus. C'est-à-dire que, pour moi, un savoir-faire meurt s'il est enfermé dans une cloche. Et je pense que la désirabilité du luxe vient du fait qu'on se réinvente en permanence. Et on voit toutes nos maisons introduisent des éléments du monde de la technologie, du sport, etc. Donc je pense que dans nos métiers du luxe, en tout cas, dès qu'on fige une formule, dès qu'on est trop soucieux du patrimoine, dès qu'on met trop de respect, qui est un mot qui, moi, m'embête, parce que des fois, le respect, c'est un peu la mort de la pratique. Je pense qu'il faut toujours être très respectueux avec son territoire pour le faire progresser. Donc c'est vrai que j'aime bien l'idée d'hybridation et de métissage. C'est-à-dire que je pense que ce qui fait la vitalité de nos industries, c'est justement qu'elles se questionnent, qu'elles doutent en permanence et qu'elles intègrent des éléments de l'extérieur en permanence. Ouais. Justement, un produit qui était très hybride, cher Benoît, c'était les médailles des Jeux Olympiques à Paris. Et Chaumet était à l'origine de ça, et je dirais même que c'est vous qui êtes à l'origine de ces médailles-là, de ce design, de cette exécution. Oui, alors ça, c'était pour moi, c'est encore une grande fierté. C'est-à-dire que la maison Chaumet a effectivement cette histoire avec Joséphine et Napoléon. Et maintenant, on renoue avec l'histoire, avec cette médaille olympique. Et dans cette médaille olympique qui fait 8 cm et demi de diamètre, il a fallu mettre toute l'histoire que nous a demandé. Et la plus épaisse peut-être de toute l'histoire des médailles olympiques. Elle était de 9 mm. Mais en même temps, ça nous a permis justement de mettre nos codes Chaumet, notre savoir-faire Chaumet, parce qu'on Chaumet, on est toujours dans le mouvement. Et c'est ce que disait Alexandre, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur notre patrimoine pour avancer avec la maison. On ne copie pas des anciennes réalisations. On se sert de notre patrimoine pour faire des choses nouvelles, pour toujours être collé avec son époque, pour être vraiment en équation, en adéquation avec son époque. La médaille qu'on en a fait, elle est très 2024, avec les codes 2024. Elle a les codes 2024, mais en même temps, elle a les codes de la place Vendôme du XVIIIe siècle, elle a les codes de tellement de choses différentes, et ça a été remarqué, évidemment. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce patrimoine et de ne pas s'enfermer dans ce patrimoine, toujours sans aller le chercher, différents codes, et les remettre au goût du jour si on a besoin, pour rester vraiment dans son époque. Une radicale hybridation. Alors Alexandre Boquel, ces deux mots-là, radicale hybridation, ça vous inspire quoi?
Bon, moi, le côté radical, c'est pas ce qui me plaît le plus, parce que je trouve que c'est plutôt une hybridation naturelle. Je pense que la société, elle est naturellement hybride. On n'a pas forcé l'hybridation. Je pense que tout ce qui est forcé est un peu dangereux. Néanmoins, c'est la définition du luxe. Enfin, le luxe en France, qui est quand même une des plus grandes industries de ce pays, elle est née au XVIIe siècle, grâce à Colbert et Louis XIV. Et c'est déjà une définition de l'hybridation. C'est-à-dire que ces savoir-faire, ils étaient très très peu en France, à vrai dire. Ils ont été importés de Venise pour l'art du verre, des Pays-Bas pour l'art du tissage. La porcelaine de Chine. Exactement. Et donc, ce monde du luxe qu'on dit très français, en fait, c'est un monde de l'hybridation. C'est-à-dire que c'est une culture qui a su à tout moment intégrer des savoir-faire autour d'elle, d'exception, et qui en a fait une espèce d'immense architecture fabuleuse, quoi. Donc je pense que par définition, et l'essence du luxe, c'est l'hybridation. C'est le fait d'intégrer l'élément de l'extérieur et de s'y approprier. C'est très bien de rappeler que le luxe est une forme de world culture dont on a oublié parfois les sources, mais ça s'est joué au XVIIIe siècle lorsqu'on a découvert l'immensité du monde, et finalement, il n'y a pas eu mieux que Paris peut-être et l'Europe en général pour intégrer toutes ces techniques qui étaient des technologies à l'époque, mais qui aujourd'hui sont des choses à conserver, quoi. Et puis nos clients sont hybrides, les clients du monde du luxe, ils ne sont pas d'un seul tenant, on a une diversité de clients, autant que de personnes. Et effectivement, je pense que c'est important pour nos maisons de faire qu'on peut trouver chez Berluti, par exemple, un costume hyper chic, et puis en même temps trouver des sneakers. Voilà. Donc le client, de toute façon, il a besoin de cette richesse de produits et d'avoir des choses qui correspondent à son mode de vie. Donc par définition, nos maisons sont hybrides, doivent être hybrides pour des clients hybrides. Donc on va accélérer encore l'hybridation et radicaliser peut-être celle de LVMH. Merci à tous les deux.